Bonsoir ou rebonsoir, l'actualité évolue minute par minute. Nous avons reçu il y a quelques instants les dernières informations de la mission d'inspection de l'ONU à Zaporijjia par la voix de son chef, Raphaël Grossi. On va entendre ses déclarations et leurs conséquences sur la sécurité de la centrale. Et puis on va voir aussi comment Vladimir Poutine est réapparu dans une école à Kaliningrad. Ses propos aux élèves, il tient une sorte de cours d'histoire où il justifie la guerre face à l'Ukraine. On verra de quelle manière. Et nous allons commenter les événements politiques et militaires avec vous, Général Yakovlev. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Vous avez été l'un des plus importants Français au sein de l'OTAN. Vous observez maintenant le cours de cette guerre et notamment ces derniers développements à Zaporijjia. Est-ce que c'est un mieux qui est en train de se faire quand même, le fait qu'il y ait présent dans la centrale ces inspecteurs et on va voir ce qu'ils disent exactement? Oui, je suppose que ça calme la psychose. Ça remet les choses en perspective. Je pense que ça éloigne le risque d'un accident. Voilà. Moi, c'est plus pour l'aspect, la psychose qui est montée autour de Zaporijjia. Le fait qu'on calme le jeu, c'est pas plus mal. Pour tout le monde, pas seulement pour Poutine. Quand vous dites psychose, est-ce que ça signifie dans votre esprit qu'on entre dans un jeu des Russes en étant excessivement alarmé? C'est clairement un jeu des Russes, oui. Ils ont joué là-dessus, ils ont joué sur le blé, enfin l'exploitation des céréales, ils jouent sur le gaz. Voilà, ça fait partie des différentes poupées vaudou que torture le président Poutine. Est-ce que vous comprenez le mécontentement des Ukrainiens? Il a surpris un certain nombre de gens qui disent « Ah, c'est du maximalisme, les Ukrainiens exagèrent ». Ou au contraire, est-ce que vous saluez cette réaction des Ukrainiens disant « Mais attention, on est en train de tomber dans le piège russe avec ces inspecteurs qui discutent avec l'occupant russe de manière un peu comme si ça se faisait en gentleman ». Je pense que les Ukrainiens ont tort de dire que c'est un piège, etc. etc. Prétendre qu'on aurait pu démilitariser 30 km de rayon autour, c'était vide de sens dès le départ. Et avoir les observateurs sur place, ça met aussi la pression sur les Russes. Donc je pense que là il ne faut pas tomber dans le piège de la propagande ukrainienne non plus. Ouais. Et ça vient de quelqu'un qui est généralement très sévère sur les. Vous dites que là, sur la question de Zaporijjia, les Ukrainiens ont perdu leur nerf? Ça ne s'est pas déroulé conformément à leur plan, si jamais ils avaient un plan. En réalité, ils avaient des intentions, mais voilà. Il semblerait que, par exemple, le président Zelensky ait protesté du fait qu'il n'y ait pas de journalistes, etc., sauf que ce sont les Ukrainiens qui ont bloqué les journalistes. Donc, c'est... Dans tous mes commentaires, j'essaie quand même d'être relativement impartial. Quand même. Reste cependant que ce sont les Russes, évidemment, qui sont dans la position de l'occupant. Ils sont là en situation d'occupant. Est-ce que pour vous, ils sont en train de mener là une guerre dangereuse? Est-ce que ça reste pour vous un tabou qu'ils ont levé et ça, c'est leur faute? Alors, ce qui est clair, c'est qu'ils ont militarisé la zone. On le voit dans les images en accompagnant les observateurs de l'AIEA, qu'il y a des véhicules militaires à l'intérieur de l'enceinte, etc. Ça, c'est une infraction caractérisée. Ça, c'est scandaleux. C'est inadmissible. Voilà. J'aimerais que vous commentiez une des images les plus étonnantes de la journée où on voit à quel point c'est difficile pour les inspecteurs de l'AIEA parce qu'en théorie, ils sont évidemment très professionnels, etc. Mais ils doivent par exemple simplement déterminer d'où vient un tir, d'où vient un obus. Et on les retrouve là tous autour de cet obus en disant « Mais tiens, d'où est-ce qu'il a pu tirer exactement ?» Écoutez leurs propos avec le russe. Ils disent simplement, les Russes disent l'obus a fait une sorte de demi-tour à 180 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire dans le dialogue, dans l'esprit des Russes? Non, ça, c'est débile. Là, on a du général Yakovlev pur sucre. Voilà. Ouais. Là, après 3 minutes, vous parlez votre langue. Une trajectoire est une trajectoire. Et même un engin, un missile, comme ils ont, les Russes qui sont manœuvrants, à la fin, ils arrêtent de manœuvrer, ils plongent. Donc vous avez quand même donc des missiles qui attaquent à revers
Peut-être que la nouvelle génération russe fera ça, mais pour l'instant, les missiles, y compris ceux qu'ont les Russes, ils n'attaquent pas des bâtiments à revers. Est-ce qu'en l'état, on peut savoir qui tire à Zaporijjia? Est-ce que, on sait que les Américains ont à peu près 200 satellites qui couvrent toute l'Ukraine, est-ce que eux, au moins, savent précisément qui tire, de où, sur Zaporijjia, enfin sur la région de Zaporijjia? Je pense que les Américains, avec les moyens qu'ils ont, le savent. Voilà. Moi, je ne le sais pas, je n'ai pas accès à leurs moyens. Donc, Comment expliquer ça, qu'on soit aussi empêché d'être catégorique? Mais parce que je pense que les Ukrainiens aussi tirent sur vu que c'est une grande zone, qu'elle a été militarisée par les Russes, que sans doute les Russes en ont profité pour tirer de l'autre côté et tout. Bah, les autres en face, ils ont sans doute tiré plus avec des drones, au sens ils ont tiré avec précision, mais ils ont tiré. Ce sont des cibles, ils en ont fait une cible militaire, entre guillemets, légitime. C'est débile, c'est dangereux et on est dans la zone orange très chaude. Mais le fait de d'avoir militarisé l'ensemble des bâtiments, en fait une cible. C'est une guerre tous azimuts, guerre du gaz, guerre de l'énergie. On voit à quel point on assiste à un branle-bas de combat ces dernières heures en Europe et en France, et le gouvernement avec le Conseil de défense et ce qui en est sorti. 92% des réserves de gaz seraient actuellement remplies. 32 réacteurs nucléaires doivent être relancés pour être sûr que la France puisse passer l'hiver dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment est-ce que vous décrivez cet aspect-là de la guerre? Alors, bon, je ne suis pas économiste, alors j'ai des lectures, hein, si vous voulez. Bon, ça montre déjà, première chose, vue d'un militaire, la guerre est quelque chose de global. La guerre est quelque chose qui se fait entre des sociétés, entre des États, les sociétés au sens société civile. Bon, des États, des économies, il y a de la pression diplomatique, informationnelle, et il y a l'aspect militaire. Malgré tout, le grand enseignement pour moi de la guerre, pour le monde occidental et notamment européen, c'est qu'on a cru que la guerre évoluait, envahissait d'autres champs de l'activité humaine et qu'en gros, elle quittait le champ de bataille classique. Eh bien, tout comme il y a plusieurs monnaies dans le monde pour les échanges, le dollar reste la monnaie prioritaire. Eh bien, la force militaire reste le dollar des relations internationales. À la fin des fins, la puissance économique, l'influence culturelle, le réseau diplomatique, la puissance informationnelle sont très utiles et sont de vrais éléments de puissance, mais à l'arrivée, le dollar, ce sont des frégates, des sous-marins, des chars, des avions. Le maître étalon de la puissance, ça reste la force. Le maître étalon, j'irai plus loin, des relations internationales, ça reste la force. Et ça reste la force surtout quand quelqu'un est complètement décomplexé pour s'en servir. Notre expérience occidentale, c'est que l'emploi de la force, quand c'est nous qui l'avons fait, a eu des conséquences généralement négatives. Très franchement, le Kosovo, la Libye, l'Afghanistan, le Vietnam, l'Irak, voilà, sont pas d'énormes succès stratégiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, aurait-ce été pire si on avait fait ça? C'est un autre débat. Aujourd'hui, donc, le résultat, c'est que nous, les Occidentaux, et notamment les Européens, on considère que non seulement la guerre n'est plus l'ultima ratio regis, le dernier argument des rois quand on a épuisé tous les autres, mais qu'au fond, elle n'apporte pas de solution, la guerre. Face à nous, nous avons des gens, les Chinois, les Russes en particulier, qui, depuis 20 ans, se servent de la guerre ou de la menace de la guerre pour avancer leur pion, et ça marche très bien, avec un rapport coût-efficacité extraordinaire. Donc, tout ça, la guerre du gaz, pour moi, elle est importante, elle va avoir un gros impact et tout, mais elle est secondaire. Et il faut qu'on se réveille, la vraie mesure de notre puissance reste la puissance militaire. Ça veut dire dans votre esprit que l'Europe en particulier devrait faire un effort militaire de nature vraiment militaire, passer à une économie de guerre, pas seulement dans les mots, mais dans les faits. Absolument. Et j'appelle pas ça un effort, j'appelle ça un réveil. Il faut que l'Europe se réveille. Et à l'heure actuelle, depuis 6 mois, là, il y a un mouvement, etc. Mais je ne perçois pas un sentiment d'urgence.
Ça veut dire quoi, pardon? Économie de guerre, on se rappelle ce que les États-Unis faisaient en d'autres époques où vraiment les chaînes de production, par exemple industrielle, se transforment pour fabriquer des munitions. Oui, La oui. vraie économie de guerre, c'est ça. Est-ce qu'on en est là selon vous? On en est là, on devrait en être là. Comme je dis assez souvent, la Russie nous fait la guerre à nous, elle fait la guerre à l'OTAN, elle fait la guerre à l'ordre international pour ce qu'il vaut. Mais elle fait la guerre au système international maintenant, pour parler poliment. Beaucoup plus. Et il se trouve que c'est en Ukraine. Mais en réalité, c'est nous la cible. Et on fait semblant de croire que être en guerre est une option, que nous avons l'option de ne pas en être. Alors, nous ne sommes pas inactifs, nous aidons les Ukrainiens, mais tant qu'on n'aura pas un discours de mobilisation, le même discours qu'en France, en 1936, le Front populaire a eu. Je veux dire, maintenant, on est dans l'urgence. Et la production de guerre française commençait en 1940. Il faut 3 ans, en gros. Je ne sais pas quelles sont les données actuelles, mais il va falloir qu'on dise ouvertement qu'on doit se mettre sur une économie, sur un pied différent. On va évoquer dans quelques instants le souvenir de la première guerre avec Clémenceau. Clémenceau, l'homme de la guerre, l'homme de la victoire, l'homme qui était sur la ligne. On doit préparer la guerre et ne pas écouter la voix strictement pacifiste. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une situation semblable, qu'il manque aujourd'hui de Clémenceau? Oui, oui, oui. Il manque un autre général qui est arrivé au Levant, à Beyrouth, en 1920, pour le mandat sur le Levant. Et donc, il débarque du bateau, le détachement précurseur le salue, mais respect en général, et il regarde la montagne et dit « Mais je croyais que le Liban, c'était le pays des cèdres. » On dit « Bah non, les cèdres, ils sont partis dans le temple à Jérusalem, dans les mâts de la flotte phénicienne puis romaine, enfin bref, il n'y a plus de cèdres. » Donc il dit « Très bien, alors je vois déjà ce qu'on va faire. On va refaire la cédraie du Liban. » Et là, les subordonnés disent « Une cédraie, mais c'est qu'il faut 1000 ans. 1000 ans, tant que ça. Il n'y a pas une minute à perdre. » Ça, c'est un rapport au temps. Là, aujourd'hui, il nous faut 3 ans pour remonter, pour recommencer une industrie de défense crédible. Bah, il n'y a pas une minute à perdre. En attendant, il se passe des choses sur le terrain en Ukraine qui sont surprenantes. C'est un des événements des dernières heures. Les Ukrainiens, si tant est, on ne voit pas d'où ce serait tiré sinon de là. Les Ukrainiens ont réussi à frapper à nouveau le territoire russe. Donc pas seulement les Russes en Ukraine, mais le territoire russe en Russie, à Belgorod. Il faut voir ces images, voir leurs conséquences aussi, parce qu'un certain nombre de gens fuient dans la peur évidemment de bombardement. Est-ce que ce retournement-là est intéressant sur le cours de la guerre? Alors, ce n'est pas un retournement, ce n'est pas la première fois qu'il frappe Belgorod. Ils ont déjà frappé Belgorod. Donc, il y a eu quelques frappes, quelques raids, quelques incursions, sans doute quelques sabotages et tout, en territoire russe. Donc, ce n'est pas une première, c'est sans doute pas une dernière. Et semble-t-il, c'est sur des dépôts. Belgorod est une base logistique. Donc, c'est une cible militaire tout à fait légitime. Voilà. Et si les habitants de Belgorod commencent à regretter de vivre à côté d'un dépôt de munitions, c'est dommage, quoi. Qu'est-ce que ça dit de la capacité de tir des Ukrainiens, le fait qu'ils puissent aller si loin, qu'ils puissent aller, et on se rappelle que dans les livraisons d'armes, ça inquiétait certains Occidentaux qui avaient peur d'une forme d'escalade. Qu'est-ce que ça dit? Mais Belgorod était déjà à la portée des armes d'origine russe qu'ils avaient à l'inventaire. Donc ça n'a pas changé fondamentalement. S'ils avaient bombardé, je ne sais pas moi, Saint-Pétersbourg, on dirait non, là, changement d'échelle. Là, c'est la zone arrière immédiate de l'invasion russe. Ce sont des cibles légitimes, semble-t-il frappées de façon légitime, au sens en essayant d'éviter des dégâts collatéraux. Ce n'est, semble-t-il, pas la population civile qui est visée, à la différence des Russes. Donc voilà, on est dans la guerre et ce n'est pas une extension du conflit. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. Est-ce que c'est un choc psychologique pour les Russes? Ils sont agresseurs dans cette affaire et là, ils voient qu'ils reprennent dans l'autre sens des réactions sur leur territoire. Est-ce que psychologiquement, en Russie, ça aura un impact selon vous? Pas un impact, mais pas déterminant. D'abord, ces images, pardon, de Russes qui fuient, là, c'est oui. ça. Alors, bon, donc c'est un choc pour ces gens-là. Ouais. Dans quelle mesure ces images sont-elles vues par le reste de la Russie? J'en suis pas sûr. Et puis ensuite, on l'a vu sur les boucles Telegram, pardon, je vous interromps, mais sur les boucles Telegram et autres, même si la Russie évidemment pratique de grandes censures, il y a quand même une certaine circulation des informations, des images entre Russes. Hein. Mais par exemple, dans vos chers collègues de Russia Today qui entretiennent
le va-t-en-guerre russe, il n'en parle pas de Belgorod. C'est le jour où eux en parleront, mais il y a eu aussi un paquet de touristes qui ont quitté la Crimée. Il paraît qu'ils sont venus d'ailleurs. Précisément, rappelons ces images, ces touristes russes qui se croyaient complètement à l'abri. C'est l'été, saison estivale, grande tradition russe et soviétique, voilà, qui étaient sur les plages, qui ont vu les bombardements en Crimée, pas loin des plages. Là encore, est-ce que malgré tout, il y a un petit tournant, disons, dans cette guerre qui est peut-être seulement des coups d'épingle, ou est-ce que vraiment il se passe quelque chose? Alors, ce n'est pas un tournant parce que je pense que la population russe dans son ensemble est isolée de ce genre de fête. Et personne, et même si on leur montrait, on ne commenterait pas en disant « vous voyez, c'est la preuve que l'Ukraine, patati et patata ». Donc ces gens-là sont affectés, oui, la population russe dans son ensemble est-elle affectée? Par exemple, après le Moskva, gros choc, c'est passé à l'as, complètement. Est-ce que l'OTAN, là, joue un rôle déterminant? On découvre de plus en plus que la guerre se préparait en amont. Le secrétaire général de l'OTAN était notre invité il y a quelques jours. Il le disait lui-même. Il le disait, cette guerre, elle montre qu'il y a eu un entraînement en amont par l'OTAN des Ukrainiens. Ce n'est pas ces dernières semaines seulement, c'est depuis 2014. Est-ce qu'on mesure ça, au fond, que c'était son expression, l'armée ukrainienne est une armée de type OTAN? Alors, il y a eu, je le sais pour y avoir été, il y a eu un programme de coopération avec l'Ukraine. Partenariat pour la paix. Un partenariat qui a été utile, qui a aidé, mais qui n'était pas massif, qui n'était pas à travers toutes les capacités, par exemple. C'est-à-dire, comment vous prépariez les Ukrainiens? Par exemple, à l'époque, on préparait les Ukrainiens pour leur participation à des missions de l'OTAN comme l'Afghanistan. Donc on préparait le bataillon ukrainien qui a rendu service à l'Afghanistan. La frégate Saradachny, Hetman Saradachny, qui a été coulée, enfin, s'abordait le premier jour de la guerre, a fait plein de missions OTAN. Donc une partie de lutte contre la piraterie au large de Djibouti. Donc une bonne part du partenariat consistait à rendre interopérables certaines unités ukrainiennes. Alors un certain nombre de pays, notamment les Américains, ont fait une aide plus de fonds, mais l'idée n'était pas que toute l'armée ukrainienne passait à l'école sur 6 mois, si vous voulez. Tout ce que vous venez de dire, vous êtes conscient qu'on peut le lire de deux manières. Les uns diront bravo, il fallait se préparer parce qu'il y avait un danger russe, preuve en est. Et les autres vous diront ah quand même, l'OTAN, l'adhésion dans l'OTAN, l'intégration dans l'OTAN, dans les faits, se préparait. Non. D'abord, il y a plein de partenaires à l'OTAN, comme la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, qui n'intégreront pas l'OTAN et qui sont des partenaires très proches de l'OTAN. Ensuite, l'Ukraine avait renoncé elle-même à ses aspirations atlantiques en 2010. C'est officiel. En 2010, ils avaient renoncé. À Munich, quelques semaines avant le déclenchement de la guerre, et on peut comprendre d'ailleurs, M. Zelensky redisait vite adhérons à l'OTAN. Oui, en 2014. Non, avant la guerre, avant cette guerre. Oui, alors, suite à 2014. En 2010, l'Ukraine est officiellement cesse d'être candidate. Donc, ça avait supprimé un irritant avec les Russes. J'avais rédigé un article et fait une contribution à Sciences Po à l'époque, en disant, bon voilà, on a un irritant de moins. Les Ukrainiens disent, OK, on reste au milieu, voilà. Et quand, en 2014, les Russes leur ont fait le coup de la Crimée, qui est tombé comme un choc total, mais comment peuvent-ils nous faire ça? À partir de là, OK, ils ont mis les aspirations euro-atlantiques, comme c'est le mot, dans leur constitution. Est-ce qu'on a manquer des occasions historiques? Maintenant, de toute façon, d'une certaine manière, c'est un débat théorique, on peut dire ça, mais j'aimerais qu'on revoie une séquence, elle est fascinante. C'est en 2018, au Forum de Saint-Pétersbourg, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine fait comme s'il espérait encore une forme d'alliance avec les Occidentaux. Est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est une suprême machiavélisme? Ou est-ce que nous avons manqué une occasion? Réécoutons la séquence parce qu'elle est évidemment saisissante à entendre aujourd'hui. L'Europe et les États-Unis ont des engagements communs, notamment en matière de sécurité, mais il ne faut pas avoir peur là-dessus. Nous allons vous aider, nous allons assurer la sécurité. En tout cas, nous allons faire tout ce qui dépend de nous pour qu'il n'y ait plus de nouvelles menaces. Je pense que c'est dans cet axe qu'on doit réfléchir surtout. Quant aux questions de sécurité, je veux rassurer Vladimir.
Je n'ai pas peur parce que la France a une armée qui sait se protéger de toute façon seule, mais j'ai aussi mes devoirs à l'égard de reste des alliés européens. Et je pense que cette architecture de sécurité européenne que j'évoquais tout à l'heure, c'est notre responsabilité. Mais elle ne se fera pas en tournant le dos aux États-Unis d'une part, et elle ne peut pas se faire aux dépens d'autres États de l'Europe d'autre part. Et ça, c'est notre capacité à faire. Donc je n'ai pas peur et je veux faire. Mais on a chacun notre bout du chemin. C'est bien dommage. Ah, incroyable séquence avec ce c'est bien dommage de Poutine à la fin et Emmanuel Macron qui lui tient tête dans cet argumentaire. Est-ce que c'était un piège? Est-ce qu'on a mésestimé une main qui était tendue? C'était pas une main tendue. Le régime Poutine depuis 20 ans, s'est mis dans ce trip, s'est mis dans ce mode de pensée on lui en avait voulu, etc. À l'époque, il y avait déjà eu, il faut le rappeler évidemment, la guerre de Tchétchénie, la guerre de Géorgie, etc. Oui. Donc évidemment. La guerre de Géorgie, quand même, c'est là que l'Occident aurait dû réagir déjà. Bon, il y avait la Transnistrie avant, on aurait dû dire c'est pas des bonnes manières ça. Et après la guerre de Géorgie, quand même. Et cependant, pardon, général, beaucoup de gens, voyant cette séquence, diront effectivement, d'une certaine manière, ce géant russe, il fallait s'entendre. Alors, mais oui, il fallait s'entendre. Mais les Russes partaient du principe que pour s'entendre, il fallait comprendre que la souveraineté de certains pays était limitée. Qu'au nom du panslavisme, c'est les Slaves de Moscou qui décident ce que les autres Slaves feront. Si vous voulez, moi, je ne vais pas dire aux voisins dans ma rue si sa fille veut épouser Jean-René plus loin, j'ai aucun titre à aller le voir en disant non, ta fille n'épouse pas Jean-René, c'est un débile profond. Vous voyez, le gars me dira mais de quoi tu te mêles? Un des attributs de la souveraineté, c'est de choisir ses amis. C'est ce que disent entre autres les pays baltes. Si l'Ukraine avait choisi de s'intégrer dans le monde économique européen pour des raisons objectives de proximité intellectuelle et aussi de perspective de développement. Parce que quand on s'intègre dans le monde économique russe, depuis 15 ans, on ne se développe pas. Ça n'est pas seulement un débat sur le passé, c'est un débat aujourd'hui. On voit relever la tête de tous ceux qui aimeraient des accommodements, des arrangements, qui disent c'est le moment de discuter à nouveau. Pas les Ukrainiens, l'Ukraine est très ferme pour l'instant, mais un certain nombre d'Occidentaux disant, pour Zaporizhzhia, illustration, mais pour plein d'autres sujets, c'est le moment de rediscuter. Est-ce qu'il le faut, selon vous? Absolument pas. J'ai un camarade parachutiste qui est philosophe à 16 heures et qui utilise une phrase de Confucius. Si la violence ne résout pas ton problème, c'est que tu ne tapes pas assez fort. Ça, c'est la philosophie de Poutine. La violence ne résout pas son problème, donc il tape plus fort. Ça veut dire qu'il faut avoir la même philosophie, selon vous? Il y a la seule réponse est d'avoir la même philosophie que votre ami Confucius? Ah non, je n'aimerais pas avoir cette philosophie-là. En revanche, il va falloir que lui change de philosophie s'il veut sortir de ce bourbier. Parce qu'il est quand même dans un bourbier. La Russie est dans un bourbier terrible. Et ça mettra un certain temps. Son régime n'y survivra pas, en réalité. C'est ce que beaucoup espèrent, mais est-ce la réalité? Quand on voit que, et on l'a vu tout à l'heure, et on y reviendra dans la soirée, que le problème du gaz, par exemple, c'est davantage... Ils ont beaucoup de problèmes, évidemment, mais nous l'avons ici, la crise énergétique, nous l'avons ici. Il y a une forme d'affolement, pour dire les choses, dans certains nombreux États. La France, un peu moins, elle est mieux couverte, mais les Allemands, affolement des Allemands. Le problème, on a l'impression, c'est que presque il a été créé davantage ici que là-bas. Absolument, il y a un effet boomerang, comme on dit, aux sanctions. Les sanctions nous font aussi mal à nous, Européens, qu'aux Russes. C'est vrai, c'est vrai. Ça prouve la limite de l'arme des sanctions. Vladimir Poutine qui parade à sa manière à Kaliningrad. On va le voir sur place. Un mot sur Kaliningrad, parce que le lieu n'est pas indifférent. C'est évidemment cette enclave historique où les Russes jouent un rôle très important pour évidemment toute la sécurité de l'Europe du Nord et une menace notamment pour les Suédois, pour les Finlandais, etc. Un mot sur Kaliningrad. Oui, Kaliningrad est un bastion. Kaliningrad est une bulle A2AD, comme disent les Américains, de défense aérienne et d'interdiction. Ceci dit, nous aussi, on a notre bulle. Donc, c'est deux bulles qui se chevauchent en réalité. Et Kaliningrad est beaucoup plus vulnérable
qu'on ne pense. Et puis Kaliningrad, c'était Königsberg. Kaliningrad est russe depuis 1945. Donc, puisque M. Poutine agite les prétentions historiques sur tel et tel territoire, bah, les Allemands, ils peuvent très bien agiter le Kaliningrad, Königsberg, en disant rendez-nous Königsberg. Ces images, est-ce qu'elles n'illustrent pas aussi le flottement des connaissances que nous avons sur Vladimir Poutine? On disait, des experts, il y a encore quelques jours sur les plateaux de télévision, il ne rencontre plus les gens, il ne serre plus la main des gens. Alors que c'est pas vrai. Autres experts, il est très malade. On a tout entendu sur Parkinson, cancer, hein, des prétendues sources sûres. Bon, alors que la Russie mène une guerre d'agression, c'est absolument certain. Qu'il soit très malade et qu'il ne serre plus des mains, visiblement, ça n'est pas tout à fait le cas. Je suppose que non. Moi, je ne lui souhaite pas une mauvaise santé. Je pense que quand son pouvoir tombera, ça ne sera pas parce que lui est en mauvaise santé. Il tombera en très bonne santé. Vous pensez que dans le sein de la Russie aujourd'hui, une contestation peut monter suffisante pour le faire tomber? Dans le sein de la Russie, non. Dans les cercles proches et notamment les cercles de la sécurité, ce bourbier est très corrosif sur l'ensemble de l'appareil d'État et il accélère la chute de la Russie. La Russie, de toute façon, allait droit dans le mur à 5 ans ou 15 ans, sans cette guerre. Et cette guerre n'aura fait qu'accélérer le phénomène. Ce qu'on voit ces dernières heures encore, par exemple, la disparition de cet ancien responsable de Lukoil, qui serait, tout ça est assez flou, mais il était très malade, il serait tombé d'une fenêtre. Évidemment, ça fait sourire, même si... je suis parachutiste, moi je vois le nombre de gens qui sautent de la fenêtre en parachute, c'est idiot. Alors évidemment, ça s'ajoute à un certain nombre de morts suspectes d'anciens responsables, tradition russe, presque assumée d'ailleurs par la Russie, qui dit... Pour faire peur à tous ceux qui trahissent, on tue. Bon. Est-ce que c'est révélateur, selon vous, de ces mouvements qui peuvent exister, en tout cas dans une partie des élites? Moi, je n'ai aucune connaissance sur ce qui se passe, je ne suis pas informé. Ce que je pense, c'est que cette guerre a forcément un effet corrosif dans les hautes strates. C'est presque un point de vue, entre guillemets, philosophique. Et ce régime va tomber. Et cette guerre précipitera la chute du régime. On va entendre dans un instant un témoignage extraordinairement poignant. C'est Kim Phuc. Kim Phuc, la survivante de la guerre du Vietnam. C'est l'enfant brûlé au napalm. L'image inouïe. Elle va parler de cette image, de l'écho de cette image dans la guerre ukrainienne d'aujourd'hui. Elle avait 9 ans sur cette route au Vietnam quand elle subit le napalm. On se rappelle à quel point le Vietnam a miné la société américaine, où les Américains ont douté d'eux-mêmes, douté de leur puissance. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de ça en Russie aujourd'hui? Mais c'est ce qui va se passer. C'est ce qui est déjà, l'armée est minée. Et l'armée, à la fin, c'est quand même une excroissance du peuple, même en Russie. Et l'armée est minée. Et la société est minée puisqu'ils n'ont pas assez de volontaires pour rejoindre leur rang. Quand Poutine signe un oukase disant 135 000 recrutements de plus, ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il y a déjà 15% qui ne sont pas venus, qui n'ont pas trouvé avant. Donc cette armée-là, elle est minée de l'intérieur. Le système de sécurité est, à mon avis, déstabilisé de plus en plus profondément. Est-ce que la qualité là du renseignement de l'OTAN, votre ancienne maison, a été sous-estimée par les Russes quand on voit le nombre de généraux qui sont repérés de manière très exacte, généraux russes, et tués? Quand on voit le nombre de cibles très précises qui sont touchées par les Ukrainiens, est-ce que de fait, en réalité, c'est du renseignement 100% OTAN? Je ne pense pas. Je pense que la plupart de ces frappes, les Ukrainiens, alors avec les photos satellitaires données, mais ce n'est pas l'OTAN, c'est entre guillemets, c'est commercial. Les pays de l'OTAN. Donc, et puis avec leurs drones et avec leur lecture en guerre électronique de ce qui se passait, ils ont vu que là, il y avait des postes de commandement, par exemple, avec les réseaux sociaux en particulier. Et donc, ils ont frappé des postes de commandement exprès pour tuer pas que des généraux, des lieutenants-colonels avec, si vous voulez. Et donc je pense qu'au plan tactique, ça m'étonnerait, mais je n'ai aucun élément fiable pour le dire. Bref, ça m'étonnerait que les Ukrainiens aient eu un grand besoin de l'OTAN, du renseignement OTAN. Ce que le renseignement OTAN leur a donné, semble-t-il, c'est... alors, il y a quand même des relevés de position, des images satellitaires, etc. La guerre électronique, elle a servi.
il semblerait, d'après la presse anglo-saxonne, que pour le Moskva, par exemple, le repérage a été largement aidé. Voilà, donc il y a Anglais notamment. ouais, ou un Poséidon américain. Je lis ça. Alors, le Washington Post, il vaut ce qu'il vaut. Voilà. Donc je lis ça avec des pincettes. Voilà. Mais au sens macro du terme, je pense que la plupart du renseignement utile de frappe que génère aujourd'hui, et depuis le début, l'armée ukrainienne, c'est grâce à ses propres moyens et à sa propre inventivité, notamment dans la gestion des réseaux sociaux. Vladimir Poutine, tous azimuts contre-attaque en termes de communication. On le voyait tout à l'heure à Kaliningrad, on va l'entendre. La manière dont aux jeunes Russes, à cette nouvelle génération montante de Russes, il justifie sa guerre. Écoutez-le. Les écoliers dans les territoires libérés ne savaient même pas que le pont de Crimée existait. Ils pensaient que c'était un faux. Ils n'avaient aucune idée que l'Ukraine et la Russie faisaient partie du même État, l'Union soviétique. Et il semble que non seulement les enfants, mais aussi de nombreux adultes ne savent pas que l'Ukraine n'a jamais eu son propre État avant la formation de l'Union soviétique. Cet État n'existait pas. Après la révolution de 1917, différentes formations quasi officielles ont vu le jour, puis, alors que l'Union soviétique se formait, l'Ukraine a été créée. Un commentaire général, Vladimir Poutine qui promu en professeur d'histoire à sa façon, évidemment, du point de vue du Kremlin, devant ses élèves. Si j'étais un de ses élèves et que je ne craignais pas pour la vie de mes parents, hein, je dirais, mais on s'en fout total de ton discours sur l'Ukraine, a-t-elle existé avant ou pas? L'Ukraine est une réalité aujourd'hui. Le nationalisme ukrainien réel, le patriotisme ukrainien est né après 2014. Ça a été un tel choc que... voilà, donc l'Ukraine est une réalité aujourd'hui, la population ukrainienne est une réalité aujourd'hui. Le président Poutine a réussi, par son œuvre historique, à créer la nation ukrainienne. Alors il peut dire aux élèves de Kaliningrad que la nation ukrainienne n'existait pas avant. Ce à quoi on peut lui répondre, eh bien, grâce à toi, Vladimir, l'Ukraine existe et continuera à exister. Voilà. Là, au point de vue erreur, vous connaissez ma gradation, on est dans le 0,7 Poutine, vous voyez. Il a créé un pays qui n'existait pas. Mais il ne peut plus contester... Enfin, il le fait. Mais en réalité, on ne peut plus contester aujourd'hui que l'Ukraine existe. Il y a ce vieux mot qui dit que chaque personne voit le monde avec les yeux de ses 20 ans, reste bloqué d'une certaine manière à son monde au monde de ses 20 ans. Est-ce que, selon vous, il y a quelque chose de ça chez Poutine? Il serait resté dans les années 70, par exemple, quelque chose comme ça? Il s'est enfermé dans un délire de persécution très proche de celui d'Adolf Hitler. Adolf Hitler, il paraît que dans sa jeunesse, il ne détestait pas les Juifs. Ça lui est venu comme ça. Vous voyez, c'est devenu une construction mentale expliquant le monde. Et donc, le président Poutine, il a une construction mentale qui explique le monde par... la tentative de destruction de la Russie par l'Occident, etc. Alors que ni vous ni moi, on ne veut détruire la Russie. On part du principe que la Russie, comme De Gaulle, De Gaulle disait la Russie et pas l'URSS d'ailleurs. Donc il s'est créé ce trip paranoïaque. Voilà. Il se l'est créé tout seul comme un grand. Un mot sur le pacifisme. C'est un thème qui monte de plus en plus. Dans quelques instants, on va entendre Kim Phuc, la rescapée du Vietnam dont je vous parlais, mais aussi il y a ce film sur le face-à-face entre Clémenceau et Deschanel. Et à l'époque déjà, là c'est les années 20, il y a les deux partis, ceux qui disent il faut que les Allemands payent, il faut les punir, parce que sinon ils relèveront la tête, et puis les, entre guillemets, le camp des arrangeants qui disent attention, il faut respecter les Allemands, il faut traiter avec eux. Est-ce que selon vous, il y a un danger pacifiste aujourd'hui ? Alors, le danger pacifiste, et je l'entends avec des gens qui disent il faut qu'on trouve une solution. Si on veut une solution, il faut aider les Russes à trouver une porte de sortie. Moi, vu par les Russes aujourd'hui, le régime Poutine, une porte de sortie, ça s'appelle un ticket de retour. Donc, il n'est pas question de les aider à avoir une porte de sortie. C'est aussi simple que ça. Ils sont dans le bourbier, alors il faut aller jusqu'au bout. Maintenant, c'est la loi de la guerre. On doit aller jusqu'au bout. Est-ce que les opinions tiendront ça? Parce que même si, en théorie, on est d'accord avec ça, en pratique, les difficultés de l'hiver, les prix qui peuvent augmenter, les prix de l'électricité qui peuvent exploser, on dit 92% des réserves de gaz sont acquises, mais en réalité, c'est
Loin de ça, à l'arrivée, on fait la comparaison, c'est comme si on fait un Paris-Marseille, c'est 92 du premier plein qui est garanti, mais pas après. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'affolement des opinions occidentales? Oui, et c'est clairement là-dessus que joue le régime Poutine, et c'est l'inquiétude du président Zelensky. C'est que voilà, on se lasse et on en a marre de cette guerre économique qui ne fait que des vaincus, que ce soit les Russes ou l'Occident, en particulier les Européens. Je le comprends, c'est honnête. Mais à l'arrivée, on doit trancher ce débat. On ne peut pas accepter de s'arrêter au milieu. Mes amis suisses, ils ont une très jolie phrase qui est de dire tout pays a une armée, la sienne ou celle d'un autre. Alors voilà, la question au fond, c'est celle-là, pour nous autres Européens. Tout pays a un régime, celui que nous aurons défendu ou celui qui nous sera imposé. Vous êtes la génération qui a connu toute l'affaire des missiles, les SS-20, les euromissiles, la fameuse phrase de Mitterrand qui disait « les missiles sont à l'est et les pacifistes ils sont à l'ouest ». Et Mitterrand, socialiste à peu près, antimilitariste plutôt, on aurait pu en tout cas s'y attendre. Non, on prend le parti des Américains, le parti militariste en guillemets, en disant on a besoin des euromissiles. Est-ce que cet enseignement demeure selon vous? Oui, il demeure, oui. Et c'est le même enseignement que la Suisse, que j'aime beaucoup. C'est un pays neutre qui ne se connaît pas d'ennemis et qui a une armée puissante. Voilà. La Suisse, elle est prête à se défendre. Vous citez la Suisse. La Finlande aussi. La Finlande, beaucoup citent Israël, même si évidemment il y a d'autres problèmes. Israël qui est lié à la guerre avec les Palestiniens, mais le fait qu'Israël se soit militarisé et reste à ce point militarisé, est-ce que le monde de 2022 est davantage celui d'Israël ou des pays ultra-militarisés que le nôtre? Alors nous, on est loin d'être ultra-militarisés. Ceci dit, pour moi, l'idéal de vie en France n'est pas que nous devenions la Sparte des temps modernes. Ça, clairement, non. J'aime la vie civile et je dis ça en tant que général pensionné. Vous voyez, ça a du bon, la vie civile. Mais malgré tout, si nous ne sommes pas à la hauteur de Clémenceau, à la hauteur de nos anciens de 14-18 ou de 39-45, eh bien, on ne nous laissera même pas choisir le camp où nous irons. Un mot personnel, vous savez combien les noms comptent. Vous vous appelez Yakovlev et je suis frappé de voir toujours dans les commentaires à quel point les gens sont intrigués de dire mais est-ce qu'il est d'origine russe? Vous en avez parlé une ou deux fois, mais vous avez une origine russe blanc, comme on disait. Russe rose. Russe rose, voilà. C'était les Russes sociodémocrates. Alors, ceux qui se sont fait manger par les bolcheviks. Socialistes révolutionnaires. Mon grand-père est parti en 1905. Du point de vue juridique de l'époque, c'était un terroriste. Mon grand-père était un terroriste. Il a été traqué par l'Okhrana, l'ancêtre police secrète du tsar, et puis il est retourné en Russie en 17, il était au gouvernement Kerensky, et il a été viré en 18, des mencheviks, qui n'étaient pas bolcheviks. Et après, il a couru pendant des années avant de prendre sa retraite de terroriste en France. Est-ce que cette Russie-là, elle a un avenir? Mikhail Gorbatchev est mort. Ses ennemis durs disaient, voilà, c'est un menchevik précisément, c'est-à-dire il faisait partie de cette branche qui a perdu, qui était celle des un peu plus modérés dans l'ancien régime soviétique. Est-ce que la modération, elle peut revenir en Russie, ou est-ce que c'est définitivement un pays qui cultive la force? J'aimerais croire... Le fond russe, quand même, a été très marqué par cette période déjà communiste et puis poutinienne. Il va falloir dépoutiniser comme on a dénazifié, et ça mettra 30 ans. Voilà, tout en respectant, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. C'est ça qu'on aurait dû dire au président Poutine depuis bien avant la guerre. On aurait dû lui dire, Vladimir, votre régime, votre pays va droit dans le mur, démographiquement, économiquement, structurellement, industriellement. Vous êtes un pays du tiers-monde qui est très actif pour devenir un pays du quart-monde, avec une armée du premier monde. Et on aurait dû lui dire, notre problème, ça va être de gérer la chute de la Russie, tout comme on a eu à gérer la chute de l'Union soviétique, et en évitant les erreurs qu'on a faites à ce temps-là. Quand vous étiez à l'OTAN, l'hypothèse de guerre, le scénario de guerre, quel était-il? Est-ce que ce scénario-là existait? Non. Il était envisagé comme irréaliste. Alors, il y avait de mes camarades généraux ou amiraux qui voyaient la main des Russes dans tout ce qui se passait de mal dans le monde.
c'est ce que j'appelais loucher à gauche. Il regardait la Libye et il disait c'est la faute des Russes. Il disait non, en Libye, il y a assez de méchants pour que les Russes y sont, mais nous aussi, soit en passant. Et c'est pas entièrement la faute des Russes quand même. Hein. Donc pour eux, on expliquait tout par voilà, tout comme M. Poutine explique tout par ces coquins d'Américains. Mais il n'y avait pas de prédestination à la haine éternelle entre nous. Mon général, vous restez détour par Zaporijjia. Je rappelle que c'est la nouvelle de la soirée. Tout à l'heure, le chef des inspecteurs de l'AIEA, le directeur de l'AIEA plus précisément, Raphaël Grossi, parlait de l'état de tension militaire dans lequel doivent travailler les inspecteurs de l'AIEA. Écoutez, un de nos envoyés spéciaux, c'est Thomas Misraki. Et il est sur le terrain, il a pu voir ce qu'il en est de cet affrontement militaire dans cette région, comme vous le rappeliez, qui est très loin pour l'instant de se démilitariser. Les combats se sont poursuivis autour de la centrale de Zaporijjia ce vendredi. C'est l'armée ukrainienne qui affirme avoir frappé une unité russe dans la ville d'Enerodar, qui jouxte le plus grand site nucléaire d'Europe. Des combats qui font donc rage malgré la présence sur place des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Ukraine qui poursuit aussi sa contre-offensive au sud, dans la région de Kherson. Elle affirme avoir tué ces dernières 24 heures une quarantaine de soldats de l'armée de Vladimir Poutine, avoir détruit une vingtaine d'unités, parmi lesquels 4 chars, un dépôt de munitions également. Quant à la situation dans la centrale de Zaporijjia, selon les informations données par l'Ukraine, les ingénieurs et les employés de cette centrale auraient réussi à reconnecter l'unité numéro 5 qui avait été déconnectée du réseau ces dernières 24 heures. Il y a donc désormais 2 réacteurs qui fournissent de l'électricité à l'Ukraine. Voilà. Ce que nous vivons là, c'est-à-dire le nucléaire civil qui devient un instrument de danger nucléaire dans une guerre, ça dans les plans de l'OTAN, ça n'existait pas. Alors dans les plans, moi je ne me souviens pas l'avoir vu en exercice par exemple. Dans nos exercices, on tendait à dire on est entre gens civilisés, et puis c'est de l'intérêt des deux parties. Donc on fait il y a un deal. On démilitarise de fait, on sanctuarise telle zone. Est-ce que ça n'en dit pas beaucoup sur notre aveuglement dans n'importe quel jeu vidéo débile, pour reprendre un adjectif que vous avez utilisé tout à l'heure? Ça existe, ça, on tire n'importe comment, on tire sur la centrale de l'ennemi pour provoquer, etc. Et on a l'impression que les plus grands généraux, mais aussi les plus grands spécialistes du secteur nucléaire, certains l'ont dit sur ce plateau, n'avaient pas pensé à ça. Ils considéraient, comme vous le disiez, que entre gens civilisés, jamais on n'utiliserait une centrale. Oui, alors il y a de ça, déjà. Et ensuite, il y a quand même... la nature de l'OTAN, il y a un côté militaire et un côté politique, civil. Les exercices que fait l'OTAN sont cadrés par le civil. Donc c'est le niveau politique qui ne voulait pas regarder ça. Maintenant que dans, entre guillemets, le secret du rance à la cuisine, si vous voulez, que les gars émettent des hypothèses et en fassent des dossiers, ça c'est arrivé. Mais ça n'est pas remonté jusqu'au niveau politique, tout simplement parce que le niveau politique ne voulait pas l'entendre. Général Yakovlev, on va progresser dans cette émission, mais j'aimerais vous entendre sur un dernier point, ce sont les Américains. Je suis frappé de voir à quel point, depuis le début de cette guerre, l'Amérique est un enjeu. En réalité, c'est un acteur qui fait que, on l'a vu pour beaucoup de populations hors du monde occidental, certains sont un peu plus pro-Poutine parce qu'ils sont anti-américains. Et en France, on le voit dans certains milieux aussi. Il y a une forme parfois de compréhension à l'égard des Russes chez des gens qui sont tellement anti-américains qu'ils veulent comme équilibrer les choses. Est-ce que c'est dangereux, ça? Ou est-ce que vous comprenez ce sentiment, vous qui avez été à l'OTAN? C'est quand même... Oui, je comprends. Ça me permet de dire à un paquet de gens qui parlent de moi sur les réseaux sociaux, je suis un américanolâtre, etc., etc. Non, je les connais bien, je les aime bien, et il y a des aspects où ils m'énervent. Voilà. Quand est-ce qu'ils vous énervent? Voilà. Et puis, ils vous énervent quand? Vous les avez pratiqués? Oui. Pas seulement dans l'anecdote, mais dans la réalité du rapport de force. Ils ont commis des erreurs stratégiques. Ils nous ont amenés dans des erreurs stratégiques. Il n'y a pas que le président Poutine qui fait des erreurs. Il y en a un certain nombre, y compris d'ailleurs des opérations de l'OTAN. Est-ce qu'on paye, pardon, de ce point de vue-là, leurs erreurs dans l'opinion mondiale? Quand des Africains, quand des Arabes viennent vous dire « Ah, vous vous révoltez sur l'Ukraine, c'est bien, mais qu'est-ce que vous disiez pendant la guerre d'Irak ?» Ah oui, et ces gens-là ont raison. Mais ça, c'est pas tout à fait la faute des Américains. Il y a, je veux dire par là que nous sommes fondamentalement racistes.
Je veux dire par là, en France, on se préoccupe de l'Ukraine. Parce que là, c'est comme nous, c'est l'Europe, etc., Si je peux me permettre de vous corriger, parce que le mot est un peu fort, enfin, faites ce que vous voulez, mais raciste, le mot me paraît fort. Vous voulez dire que la proximité de culture, etc., fait qu'on s'émeut davantage pour les jeux proches de soi. La guerre civile au Congo, la République démocratique du Congo, a fait, semble-t-il, 10 millions de morts, et je ne compte pas les viols. On s'en fout. Où il est le plateau qui nous suit pour parler du Congo, qui est un drame tous les jours aujourd'hui. On s'en fout total parce que c'est loin, parce que c'est pas comme nous, parce que de toute façon le monde est compliqué. Moi j'appelle ça du racisme. Et de la même manière aujourd'hui, on peut parler des Ouïghours en Chine. On ne peut pas dire qu'il y a des manifestations massives dans les rues à Paris ou ailleurs, alors qu'il y a des violations des droits humains qui sont là, qui sont massives. Alors c'est honnête intellectuellement de s'intéresser, enfin bref, de prioriser sa famille, les frères sur les cousins sur les amis sur les amis des amis. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc à la fin de la chaîne, les Ukrainiens sont plus proches que les Syriens. Et cependant, est-ce qu'on ne parle pas d'autre chose, c'est-à-dire cette volonté impériale que les démocraties ont eue aussi. Les démocraties ont parfois été brutales, elles ont parfois été habiles, parfois très mal habiles dans leur brutalité de volonté de dominer. Oui, alors la domination de l'Occident, si vous demandez à un Ouïghour, je pense qu'il préfère être dominé par l'Occident que par le régime actuel à Pékin. L'histoire, Général Yakovlev, un mot sur l'interview qu'on va entendre maintenant, simplement pour la resituer, à quel point c'est le vent de l'histoire. Kim Phuc, l'enfant du Vietnam, s'il faut citer l'exemple des atrocités de la guerre, elle est certainement la photo emblématique. Ça fait 50 ans exactement, juin 72. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Vous vous souvenez de cela, de cette... Je me souviens très bien de cette photo. Je me souviens très bien de... Alors j'étais enfant, je savais que la guerre du Vietnam existait, si vous voulez. Mais à l'époque, chez moi, on n'avait pas la télé. Donc on écoutait, ça devait être Radio France, je pense. Donc on n'avait pas... Les images, après, je suppose que je l'ai vu dans Paris Match, la première fois. Le choc immense à l'époque. On va entendre Kim Phuc, 50 ans plus tard. Elle parle de la guerre à l'époque, mais elle parle aussi de la guerre d'Ukraine, de sa manière dont elle a vu, par exemple, l'enfant de Boutcha, les crimes de guerre commis en Ukraine, et de quelle manière ça fait écho à son propre souvenir. On écoute cette interview avec Kim Phuc tout de suite. Kim Phuc, bonsoir, merci beaucoup.